Bonjour à tous et bienvenue dans The Caddock, votre rendez-vous documentaire sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Cette semaine, c'est une nouvelle thématique que nous abordons avec une série d'enquêtes consacrées au monde du sport, à son évolution et aux problématiques citoyennes qu'il soulève. Un regard décalé donc, comme bien souvent, que nous allons cultiver dès aujourd'hui en revenant sur les grands perdants des Jeux Olympiques. Depuis leur création en 1896 à Athènes, les Jeux Olympiques dits modernes ont accueilli des centaines de milliers d'athlètes de haut niveau, mais seuls quelques grands champions ont laissé leur trace dans l'histoire. Parmi ces héros, on peut citer Jess Owens, Nadia Comaneci, Jean-Claude Killy ou encore Emil Zatopek qui ont tous décroché plusieurs médailles d'or dans leurs disciplines respectives. Mais qui se souvient de Marie Decker-Hens, la grande favorite de la course à pied de 1988, qui chuta à quelques dizaines de mètres seulement de la ligne d'arrivée, ou bien de Jess Metcalfe qui courut 4 mètres de plus que ses concurrents sur l'épreuve du 200 mètres car sa ligne de départ avait été mal positionnée. Alors comme eux, ils sont quelques-uns à avoir été victimes de malchance ou d'erreurs d'arbitrage en plus d'un demi-siècle de Jeux Olympiques, et c'est leur mésaventure que nous allons découvrir maintenant à travers notre documentaire. Voici Jeux Olympiques, ils méritaient l'or dans The Caddock. Les Jeux Olympiques, le plus grand spectacle de la planète. Tous les 4 ans, les meilleurs athlètes du monde s'y réunissent pour disputer et recevoir la récompense suprême, la médaille d'or. Faute de médaille d'or olympique pendue à son cou, aucun sportif, aucune sportive ne peut véritablement prétendre être le ou la meilleure. Au cours de ce siècle, les Jeux Olympiques modernes ont donné à voir les faits les plus extraordinaires de l'histoire du sport. Ils ont accueilli des femmes, des hommes dont la vitesse, l'agilité, la force et la puissance placent au-dessus du commun des mortels des hommes et des femmes capables de nous couper le souffle à chaque fois qu'ils élèvent le sport vers de nouvelles et vertigineuses hauteurs. Dans la plupart des cas, les meilleurs athlètes sont récompensés par l'or. Mais la médaille d'or ne revient pas toujours aux meilleurs. Toutes les victoires sont loin d'être manifestes et indiscutables, et toutes les courses sont loin d'être exemplaires et irréprochables. Dans l'histoire des Jeux, certains grands athlètes ont été privés de l'or, une médaille qui, ils en sont sûrs, aurait dû être la leur. Nous savions comme eux que nous avions gagné cette médaille d'or. Ils ont affiché les résultats sur le tableau et j'étais à la 2e place. Pour ces sportifs, le goût de la défaite a été amer. Ils auraient pu jouir de la célébrité, de la gloire, satisfaits de voir leur talent reconnu et récompensé. Si j'avais dû gagner une médaille d'or dans toute ma carrière d'athlète, ça aurait dû être ce jour-là. Ces moments de litige sont le sel des Jeux Olympiques et leurs images perdurent bien après la remise des médailles. David Walleschenski a suivi tous les Jeux Olympiques depuis les Jeux d'été de Rome en 1960. Il a consacré sa vie à raconter leur histoire. Ces moments où la controverse surgit sont ses moments de prédilection. Pour être honnête avec vous, je pense que les décisions litigieuses sont bonnes pour les Jeux. Je l'avoue, je dis ça d'un point de vue d'auteur. J'adore une bonne controverse. Vous savez, une victoire claire et nette du point de vue de l'écrivain n'est pas très intéressante. Alors qu'avec une bonne controverse, je peux écrire des pages et des pages. Quand les Jeux se tiennent dans le Londres édouardien de 1908, seules 22 nations sont représentées. Mais déjà, l'orgueil national y joue les troubles faits. Tous les officiels sont britanniques et les protestations des équipes de France, du Canada, d'Italie, de Suède et des États-Unis gâchent plusieurs épreuves. Les relations entre la Grande-Bretagne et les États-Unis étaient particulièrement tendues. Nous aimons voir les Jeux Olympiques uniquement comme des épreuves sportives et comme la quintessence de la sportivité. Et s'il existe des problèmes, ceci ne serait apparu que récemment, mais ça n'est absolument pas le cas. Si on revient aux Jeux de 1908, on a affaire à controverse sur controverse. Il y en avait tellement qu'il y en a même eu une concernant le tir à la corde.
Le tir à la corde est devenu épreuve olympique en 1908 et elle a été remportée par l'équipe de la police de Liverpool. Les Américains ont protesté, disant que la police de Liverpool portait des bottes non réglementaires. Les règles précisaient qu'on devait porter des chaussures de travail classiques. Les Américains ont avancé que la police n'aurait jamais porté ce type de bottes pour travailler. L'animosité entre l'Angleterre et l'Amérique ne s'était qu'avivée. Londres était en proie à une grande agitation due à la présence du roi et de la reine le dernier jour des Jeux, le jour du marathon. Un parcours de 42 km avait été organisé, mais pour que l'arrivée du marathon ait lieu devant les tribunes royales, 352 mètres avaient été rajoutés à la demande de la reine Alexandra. 56 coureurs prirent le départ dans les jardins du château des Windsor. La foule avait déjà commencé à s'aligner tout le long du parcours, espérant une victoire britannique. On redoutait la concurrence de l'Afrique du Sud et des équipes américaines. La journée était chaude et humide et l'épreuve se courut à une vitesse incroyable. Les coureurs britanniques, beaucoup trop zélés, sont vite épuisés et au 22e kilomètre, le Sud-Africain Efron prend la tête. Mais 3 kilomètres avant la fin, il commet l'erreur d'accepter une coupe de champagne tendue par un spectateur. Instantanément, il est assailli de crampes d'estomac et 1,5 km plus tard, c'est l'Italien Dorando Pietri qui prend la tête de la course. Dorando Pietri était un boulanger venu de Carpi, dans le nord de l'Italie. Naturellement doué, mais sans réelle expérience du marathon, il n'était pas considéré comme un prétendant sérieux à la médaille d'or. À l'intérieur du stade, une foule impatiente attend. Le minuscule Italien est le premier à apparaître. Maintenant, c'est le grand moment, la fameuse controverse. Il arrive en titubant dans le stade. Personne n'a jamais entendu parler de lui. Il prend la mauvaise direction. Immédiatement, il est clair que quelque chose ne va pas. Les 42 km sont bientôt terminés. Pietri est épuisé et il lui reste un tour de stade à parcourir. Comme il s'effondre sans arrêt sur la piste, les officiels et la foule commencent à craindre pour la vie du coureur. Mais ils savent que l'aider physiquement conduirait à une disqualification immédiate. Pour Dorando Pietri, le tour de piste supplémentaire ajouté sur ordre de la reine devient le tour du supplice. La pire des choses arrive alors parce qu'un autre coureur pénètre dans le stade. Les gens pensent qu'il s'agit d'Efron, d'Afrique du Sud, un bon sujet de l'Empire. Mais ça n'était pas lui. C'était un Américain, Johnny Hayes. C'en était trop, on ne pouvait pas permettre qu'un Américain gagne l'épreuve. Alors on a ramassé Pietri et on l'a poussé jusqu'à la ligne d'arrivée dont il était tout proche. Alors que Johnny Hayes franchit la ligne le deuxième, les Américains protestent sur le champ. Pietri, maintenant inconscient, est disqualifié, la médaille d'or revenant à Hayes. Pietri restera toujours convaincu que cette médaille aurait dû lui revenir, prétextant qu'il aurait pu franchir la ligne d'arrivée sans aucune aide. Mais en définitive, c'était ces 352 mètres supplémentaires qui lui coûtèrent sa médaille. Le drame de ce marathon de 1908 eut un effet immédiat. Cet événement a fondé les Jeux Olympiques. Jusqu'ici, d'un point de vue international, le mouvement olympique n'était qu'une curiosité. Subitement, les journalistes affluèrent à tel point que les prochains Jeux qui eurent lieu à Stockholm en 1912 furent un événement sportif international majeur, mobilisant les meilleurs athlètes de toutes les disciplines. Les Jeux de Stockholm de 1912 sont galvanisés par un jeune Indien d'Amérique, Jim Thorpe. Ses exploits remarquables auraient dû le conduire à être salué comme un des plus grands athlètes du XXe siècle. Thorpe est né et a grandi dans cette bourgade perdue de l'Oklahoma où sa fille Grace vit encore. Il montait à cheval, il était responsable des chevaux, alors il faisait énormément d'exercices, comme descendre de cheval en courant. C'est probablement ce qui a fait de lui un si bon athlète. Un jour qu'il marchait, il vit une piste avec une équipe qui essayait de battre le record de l'école de saut en hauteur qui était d'1,75 m.
Il se dit, ça semble facile. Il est en habit de ville, en habit de travail, il saute la barre et il bat le record de l'école. Tout de suite, on sut qu'il s'agissait de quelqu'un d'exceptionnel. Le fait d'être un Indien d'Amérique le prive de la pleine citoyenneté américaine. Mais ses prouesses sportives incitent les Américains ravis à l'intégrer dans leur équipe olympique pour les Jeux de Stockholm. « 28 équipes nationales participent à des Jeux bien organisés et qui allaient considérablement asseoir la réputation du mouvement olympique. Mais Stockholm restera surtout marqué par l'irruption d'un athlète hors du commun. Sorp concourait dans 5 épreuves du pentathlon, dans les 10 épreuves du décathlon, ainsi que dans les épreuves de saut en hauteur et de saut en longueur. Il gagne 4 épreuves sur 5 au pentathlon et il gagne le décathlon avec près de 700 points. Son talent inspire au monde entier un respect mêlé d'admiration. Quand le roi Gustave fait la présentation des médailles, il dit à Sorp « Monsieur, vous êtes le plus grand athlète du monde ». Et Sorp lui répond « Thanks King », merci roi. When Jim Thorpe won his gold medal in 1912 in the decathlon, Quand Jim Thorpe a gagné sa médaille d'or en 1912 au décathlon, son exploit était si extraordinaire qu'il aurait pu gagner la médaille d'argent aux Jeux de Londres 36 ans plus tard. C'était un grand athlète. Après Stockholm, Jim Thorpe devient une superstar. Il retourne chez lui se prêter aux parades à Serpentin. Il est ovationné par la presse et par le public. Mais la gloire de Thorpe allait être de courte durée. 6 mois plus tard, un journaliste découvre qu'en 1909 et en 1910, 2 ou 3 ans avant les Jeux, Jim Thorpe a reçu 25 $ par semaine pour jouer dans une équipe de baseball de 2e division. Le journaliste révèle l'affaire. L'Union d'athlétisme amateur la découvre et quasiment le lendemain, Jim Thorpe se voit confisquer des médailles qu'il avait gagnées. Il n'est plus le héros qu'il avait été 6 mois plus tôt, mais un tricheur. Les règles des Jeux amateurs étaient strictes. Tout athlète qui avait perçu de l'argent du sport était exclu. Je pense qu'il en a été traumatisé, qu'il ne s'en est jamais remis, qu'il se sentait trahi. Une saison en première division de baseball fut suivie par une carrière couronnée de succès dans le football américain. Mais la confiscation de ses médailles olympiques le hante toujours, quand plus tard dans sa vie, il se perd de travail en travail jusqu'à sa mort en 1953. Sa fille, Grace, s'est donnée pour mission d'entretenir la mémoire de son père et de récupérer ses médailles olympiques. Voici le boulevard Jim Thorpe. Et nous descendons vers Moccasin Trail, où papa est né. Il fait froid aujourd'hui. Voici où papa est né. C'était une cabane en rondin de 2 pièces construite par les Indiens Sac et Fox. Ils s'entraidaient les uns les autres. Là-bas, c'est la rivière canadienne. Et là, c'est où grand-père Thorpe faisait paître ses chevaux. Il avait la réputation d'avoir les meilleurs chevaux des environs. Mais maintenant, c'est la plaque de papa. Elle a été érigée ici en 1996. Malgré la confiscation de ses médailles, Thorpe a toujours été considéré comme un héros local. Ce n'est pas avant octobre 1982 que le Comité international olympique a finalement réintégré Jim Thorpe dans le grand livre des Jeux comme vainqueur du décathlon et du pentathlon de 1912. Et en 1983, les médailles ont été rendues à sa famille. J'espère que papa aura pu voir revenir ses médailles. Je pense qu'il en aurait été très ému. Ça a été le cas pour nous, ses enfants.
1932. Babe Didriksen, l'une des premières femmes vedettes de la piste, et Ralph Metcalfe, un homme calme, sans prétention, mais coureur extraordinaire, sont attendus avec impatience aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Tous deux allaient en repartir déçus, avec le sentiment d'avoir subi une injustice. Les Jeux de Los Angeles marquent un changement de regard sur les Jeux, vraisemblablement parce qu'ils se sont tenus à Los Angeles. C'était Hollywood. En 1932, les athlètes jouissent d'un tout nouveau statut de célébrité. Et les stars du grand écran tiennent, elles, à assister à ces Jeux venus à Hollywood. Et celle que tous étaient venus voir, c'était Babe Didriksen. Elle avait fait fureur sur la scène athlétique lors des épreuves de sélections américaines quelques semaines plus tôt. Elle s'était qualifiée pour 5 épreuves féminines, mais elle ne fut autorisée à en tenter que 3. Son lancer de 53,74 m, nouveau record mondial et record olympique, lui valut une médaille d'or au javelot. Pour l'heure, avant l'épreuve du 80 mètres haies, Babe se dit heureuse d'avoir pulvérisé le record olympique. Nouveau record mondial aux 80 mètres haies, nouvelle victoire. On dirait qu'elle va gagner. Au saut en hauteur, elle est sur le point d'obtenir sa 3e médaille d'or. À la fin de la compétition, Babe est au coude à coude avec sa coéquipière, Jean Shelley. Commence alors le duel pour la première place et la controverse. Les deux femmes battent un nouveau record du monde avec 1,65 m, mais alors les juges interviennent. La technique du saut de Babe, le saut en rouleau, la tête passant la barre avant le corps, est non réglementaire, contrairement à la technique de Shelley du saut en ciseaux. Vous voyez, c'était le style qu'on devait utiliser, on n'avait pas le droit d'engager d'abord sa tête. La technique de Babe est jugée illégale, mais bizarrement, son dernier saut est retenu pour figurer comme record mondial. Mais cette 3e médaille d'or allait lui échapper. Retour sur la piste. Ralph Metcalfe, invaincu pendant la saison de 1932, s'apprête à courir la première de ses 2 épreuves de vitesse, le 100 et le 200 mètres. Au 100 mètres, Metcalfe est à côté de son proche rival, Eddie Tolan. Les coureurs sont à égalité du début à la fin de la course. Quand ils franchissent la ligne d'arrivée, la plupart des observateurs crurent que Ralph Metcalfe avait décroché l'or. Nous étions à Hollywood et 1932 marque l'introduction de nouveaux équipements caméra. La Kirby Camera Timer fournit les premières photos de l'arrivée. Cette image semble prouver que Metcalfe et Tolan ont atteint la ligne d'arrivée exactement au même moment. Selon les règles d'aujourd'hui, ils seraient ex-aequo. Mais en 1932, le coureur dont le torse franchissait la ligne le premier était déclaré vainqueur. Pour les juges, Tolan avait donc 8 cm d'avance sur Metcalfe qui, lui, dut se contenter de l'argent. Mais son aventure la plus incroyable allait survenir lors de son 200 mètres. Pour le 200 mètres, Metcalfe était au couloir numéro 2 avec Eddie Tolan au couloir numéro 1. Dès le départ, Tolan creuse l'écart et dépasse Metcalfe. La foule est stupéfaite. Metcalfe avait été imbattable sur cette distance pendant toute la saison. Cet étonnement affecte même le rythme de Metcalfe, visiblement consterné de voir encore s'envoler ses espoirs de médaille d'or. Il franchit la ligne d'arrivée en 3e position. Très vite, il devient clair qu'une bévue officielle a été commise. Les coéquipiers de Metcalfe affirment que sa position de départ a été installée près de 4 mètres en arrière de ce qu'elle aurait dû être. Les photos confirment clairement l'erreur. Metcalfe aurait dû être équidistant du coureur qui le précédait et de celui qui le suivait. Quand les autorités qui étaient américaines ont réalisé ce qu'elles avaient fait, elles furent très confuses. Elles avaient obligé Ralph Metcalfe à courir 204 mètres et tous les autres 200. Naturellement, elles vinrent vers Metcalfe lui proposer de recourir. Comme les États-Unis avaient obtenu la première, la seconde et 3e place de l'épreuve, Metcalfe estima qu'il ne voulait pas compromettre la bonne marche des choses et déclina l'offre de recommencer sa course. C'était un acte de sportivité. Je dois penser ce que Metcalfe a dû aussi penser.
Bon, je suis jeune, d'autres jeux m'attendent dans 4 ans, 1936. Mais quand il alla à Berlin, 4 ans plus tard, pour les Jeux de 1936, il croisa un phénomène contre lequel il ne s'était pas préparé. Les Jeux de Berlin de 1936 sont sans doute les plus célèbres de l'histoire olympique. Ce sont les premiers Jeux à être télévisés et pour la première fois venant d'Olympie, la torche passe d'un coureur à l'autre avant d'atteindre le stade. Mais Berlin est resté inscrit dans les mémoires parce que le sport y a été rattrapé par la marche de l'histoire. Hitler tenta de récupérer ces Jeux pour promouvoir l'idéologie nazie. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Les plans d'Hitler visant à prouver la suprématie aryenne allaient être déjoués par un autre athlète noir américain, le brillant Jesse Owens. Tandis qu'Owens pulvérise tous les records en remportant 4 médailles d'or, un athlète reste dans l'ombre. Ralph Metcalfe, encore une fois, 4 ans après sa déception de Los Angeles. Mais il doit courir contre Jesse Owens. Un Jesse Owens qui gagne la première place en 10 secondes 3. Owens part très rapidement. Il a des départs fulgurants et puis Metcalfe se rapproche à la fin. Si la course avait été un petit peu plus longue, juste un petit peu plus longue, Metcalfe l'aurait remporté. Et maintenant, voilà Jesse Owens et Metcalfe, second Metcalfe. C'est ça la différence entre être célèbre et ne pas l'être. Après la Seconde Guerre mondiale, pendant un moment aux Jeux Olympiques, la controverse s'éclipse alors que les exploits sportifs font les gros titres des journaux. En 1948, les Jeux Olympiques reviennent à Londres et sont illuminés par la remarquable athlète néerlandaise Fanny Blankers-Koen, qui égalise le record de Jesse Owens en empochant 4 médailles. À Helsinki, en 1952, la star est le coureur de légende tchèque Emil Zatopek, qui obtient l'or dans le 500 et le 10 000 mètres, avec une victoire au marathon qu'il courait pour la première fois. En 1956, les Jeux se déplacent pour la première fois dans l'hémisphère sud, à Melbourne, en Australie. L'athlète Elizabeth Cuthbert, à domicile, fait les gros titres avec une double médaille d'or de sprint. Il faut aller à Rome pour les Jeux d'été de 1960 pour voir controverses et contestations reprendre la vedette. En 1960, la démesure s'empare des Jeux. La ville antique de Rome, avec son caractère dramatique et ses couleurs, leur offre un cadre idéal. Pour la première fois, le monde peut suivre en direct les épreuves à la télévision. Beaucoup d'images feront date. En 1960, la piscine olympique est le lieu d'une décision les plus controversées qui ait jamais été prise. Un jeune Californien, Lance Larson, allait voir l'or lui échapper. C'est une des injustices majeures parce que la preuve est tellement évidente. Pour le chronométrage, il y avait le chronométrage officiel et le chronométrage non officiel plus précis. C'était très clair. On ne peut trouver un cas d'injustice aussi éloquent dans les Jeux que celui-là. La première réponse est venue des gens qui se tenaient juste au-dessus du bassin, les chronométreurs. Ils m'ont tous vu gagner. Dans le 100 mètres nage libre, Larson, le 4e en partant du haut de l'image, est le plus rapide aux qualifications. Le couloir au-dessus, le couloir 3, est occupé par son plus grand adversaire, le tenant du titre mondial, l'Australien John DeWitt.
In the men's 100 meters freestyle, America and Australia continue their duel. In lane 3, brown-haired John Devitt for Australia. In lane 4, blonde-headed Lance Larson for the United States. Vous voyez, il est au-dessus de moi, couloir 3, et moi je suis au milieu ici, couloir 4. Et maintenant, voici Devitt ici, la couloir 3. Ça renvoie à quelques années en arrière. Il reste à peine une longueur à parcourir. Les deux nageurs commencent à accélérer. Une lutte acharnée oppose Larson, couloir 4, à Devitt, couloir 3. Nous sommes vraiment proches. Les deux hommes sont vraiment proches l'un de l'autre, mais le chronométrage officiel comme le chronométrage électronique sont formels. Larson a été le plus rapide. Les photographes se sont immédiatement rués sur moi et ils ont commencé à me prendre en photo. Je me disais, super, j'ai gagné la course, j'ai levé les mains et j'ai fait un tour de victoire. Mais j'étais félicité par beaucoup d'autres nageurs et pendant quelques minutes, j'ai pensé que j'avais gagné l'épreuve. Tandis que les nageurs attendent la confirmation des résultats, Devitt vient féliciter Larson de l'avoir battu. Il semblait bien à ce moment-là que l'adolescent de Californie avait gagné l'or. Mais à cette époque, la décision finale ne reposait pas sur le chronométrage, mais sur les officiels de touche accroupis au-dessus du bassin. Ce sont eux qui devaient désigner lequel avait touché le mur en premier. Les 6 juges étaient incapables de se mettre d'accord. Le juge en chef est alors intervenu pour ordonner que le temps de Larson passe de 55 secondes 1 à 55 secondes 2, ce qui, à la stupéfaction générale, donnait la médaille d'or à John Devitt. 4 années de protestation échouèrent à faire changer le résultat. Ils ont affiché les résultats sur le tableau et j'étais à la 2e place. Bien sûr, toute l'excitation était retombée. J'ai éprouvé un triste sentiment d'angoisse et d'impuissance. Que peut-on ressentir quand on pense avoir gagné, quand on sait qu'on a gagné, qu'on est acclamé pour ça, et que 5 ou 10 minutes plus tard, on découvre que ce n'est pas vrai? C'est difficile de dire pourquoi c'est arrivé. Je pense qu'il y avait un certain ressentiment envers les Américains qui étaient bons en natation. Ils avaient gagné assez de médailles d'or. D'un autre côté, c'était irrévocable. Une fois qu'un juge avait pris une décision, il ne pouvait reconnaître son erreur. En 1968, les Jeux olympiques d'hiver ont lieu à Grenoble. La dernière épreuve masculine entre la France et l'Autriche connaîtra un incident et un rebondissement spectaculaire. Côté français, le héros de ces Jeux d'hiver 68 est Jean-Claude Killy. La France compte sur lui pour remporter les 3 médailles des épreuves alpines, la descente, le slalom géant et le slalom spécial. Les 2 premières épreuves reviennent à Jean-Claude Killy. Il gagne la descente avec 8 centièmes de seconde devant Guy Périlla. Sa seconde médaille d'or est plus facilement arrachée. Dans le slalom géant, Killy écrase ses adversaires. Le combiné olympique est désormais à sa portée. La pression est à son comble. Il lui faut maintenant gagner la dernière épreuve, le slalom spécial. Tout le pays, par fierté nationale, voulait que Jean-Claude Killy gagne le slalom. C'était comme si la nation tout entière s'était arrêtée pour regarder l'épreuve. La seule personne à redouter était Karl Schranz, un Autrichien. Dans les 2 précédentes épreuves, Schranz était arrivé seulement 5e et 6e. Mais le slalom était sa discipline de prédilection. À l'issue de la première manche, Killy est en tête. Lors de la seconde manche, les conditions météo sont exécrables. La piste disparaît sous un épais brouillard. Killy est le premier à partir. Il réalise un temps excellent. Mais il est anxieux. Il attend de connaître les résultats de ses concurrents. Vient enfin le tour de Schranz. Il fait un bon départ avant de disparaître dans le brouillard.
Quelque part au milieu de son slalom, Schranz prétend avoir été gêné par un mystérieux homme en noir qui apparemment traversait la piste face à lui, l'obligeant à s'arrêter. Schranz retourne à la ligne de départ avec 3 témoins qui assurent eux aussi avoir vu cette étrange silhouette entraver sa course. Les Autrichiens réclament que leur skieur recommence son slalom. Demande acceptée par les officiels. Cette fois, Schranz réussit la course parfaite, avec un parcours plus rapide que Killy. 2 heures durant, Schranz est le vainqueur. Killy, lui, est résigné. Mais alors, les juges annoncent que Schranz est en fait disqualifié pour avoir manqué 2 portes au cours de sa descente initiale et qu'il n'aurait jamais dû être autorisé à concourir une seconde fois. Les Autrichiens étaient outrés. Ils disaient que non seulement une mystérieuse silhouette était apparue sur la piste et avait perturbé Schranz, mais qu'en plus, c'était celle d'un policier français qui avait agi sciemment. L'équipe autrichienne fait alors appel de cette décision, avançant que si Schranz avait manqué une porte, c'était à cause de l'homme en noir de la piste. Mais les 4 membres du jury d'appel confirment la décision. Schranz a bel et bien manqué des portes. Killy est vainqueur du spécial et donc des 3 épreuves alpines, ce qui lui permet d'obtenir une 4e médaille d'or, celle du combiné. Munich, 1972. L'Allemagne de l'Ouest accueille les Jeux Olympiques les plus importants de l'époque, soucieuse d'effacer le souvenir nazi des Jeux de 1936. Mais cette fois, c'est le terrorisme qui détourne le mouvement olympique. Le monde assiste avec horreur à l'attentat palestinien sur le village olympique et à la prise en otage des athlètes israéliens. La crise dégénère et se solde par la mort de 11 de ces sportifs. La tragédie affecte tous les participants. Les athlètes sont particulièrement bouleversés. Il ne nous restait que 3 matchs quand l'affaire israélienne est arrivée. Nous avions l'esprit ailleurs, on essayait de ne pas y penser. Revenir à la maison sain et sauf. On doutait de ce qui pouvait arriver, de notre capacité à échapper à tout ça. Nous savions que probablement, comme beaucoup d'autres, nous étions des cibles. Il faut être reconnaissant envers les Allemands, ils ont fait un excellent travail de protection, car ils voulaient être sûrs que rien d'autre ne se produise. Mais on n'avait plus le cœur à jouer. Le dernier événement de ces Jeux, c'est le match de la finale de basket entre États-Unis et Union soviétique. Les États-Unis détenaient le record olympique puisqu'ils étaient invaincus depuis l'introduction du basket aux Jeux de Berlin en 1936. Il y avait une forte atmosphère de guerre froide. C'était les États-Unis contre l'Union soviétique, les 2 superpuissances. Une fausse guerre sur un terrain de basket. Le basketball est un sport américain et les États-Unis ont toujours estimé que la médaille d'or devait leur revenir, qu'elle n'était pas seulement quelque chose pour lequel on se battait, c'était quelque chose qui leur appartenait. Une fois encore, les États-Unis sont les grands favoris. Mais en 1972, l'équipe soviétique mène dès le début du match. Comme vous le voyez d'après le score, nous étions menés pendant tout le match. Les Russes avaient un panier d'avance. Nous avions traîné. Je pense que vous pouvez voir sur certains visages des Américains qu'ils ne sont pas seulement fatigués, ils sont soucieux. Les choses ne vont pas bien. Ce qui commence à les travailler, c'est que si rien ne se passe, ils vont devenir chèvres. Ils seront les gars qui auront perdu. Dans le dernier quart d'heure, finalement, les Américains commencent à rattraper l'avance des Soviétiques et durant les 6 dernières secondes qu'il leur reste, ils réduisent l'écart à un seul point. C'est alors que Doug Collins arrache un dernier ballon et se retrouve face au panier des Soviétiques. À la suite de sa chute, pendant quelques secondes, Collins reste inconscient. Maintenant, Collins revient à lui, mais il est hébété.
Soudain, il devient le centre de tout. Il a 2 lancers francs. S'il met l'un des deux, c'est jeu ex aequo. S'il met les deux, les États-Unis prennent la tête du jeu avec un point d'avance. La pression est à son comble. Je me souviens de la situation à ce moment-là. La question c'était, est-ce que coach va remplacer Doug ou le laisser marquer? Je me souviens de coach disant, si Doug peut marcher, il mettra les 2 paniers. Il reste 3 secondes à l'horloge. Doug Collins, sonné et contusionné, se prépare à marquer les points les plus importants de sa vie. This place goes insane. Doug Collins has tied it up. Doug Collins has perhaps won. Mais pendant les tirs de Collins, l'entraîneur soviétique obtient un arrêt de jeu. L'arbitre remet alors son chronomètre en marche. Il reste 3 secondes supplémentaires à jouer. Tout à coup, c'est la controverse. Les Américains de dire « Que faites-vous? Il ne reste que 2 secondes à jouer, il n'y a pas d'arrêt de jeu, pourquoi faites-vous cela ?» Sur le compteur, il reste 1 seconde à jouer. Puis le compteur affiche 3 secondes supplémentaires. C'est la plus grande confusion. Les Américains qui pensaient être tout près de la victoire doivent maintenant revenir en défense. Accorder 3 secondes en partant d'aussi loin, c'est presque impossible de marquer. Le coup de sifflet retentit, le match est fini. Les Américains ont remporté le match et leur 8e médaille d'or consécutive. Le match était terminé. Et là, c'est quand nous, les Américains, avons gagné la médaille d'or. Vous pouvez voir combien nous étions excités et ravis. Imaginez un enfant qui pendant toute sa vie a rêvé d'une médaille d'or au JO et tout à coup, elle est à lui. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de grimper sur le podium, on va lui serrer la main. C'est un sentiment merveilleux. On pouvait voir cet immense soulagement. Ce n'était pas la juste exaltation de la victoire, c'était le soulagement de ne pas avoir perdu. Au bout du compte, ils pouvaient se détendre. Ils pouvaient rentrer à la maison de la façon dont ils étaient supposés rentrer, quand soudain... Dans les haut-parleurs, une voix annonce qu'il reste encore 3 secondes à jouer. Le match n'était donc pas terminé. Les officiels prétextant qu'une faute avait été commise. Lors des 3 secondes supplémentaires, une seule seconde avait été jouée. Les Américains sont furieux mais n'ont pas le choix. Ils reviennent sur le terrain pour jouer à nouveau ces 3 secondes. Ok, les Américains sont toujours confiants, 3 secondes ça laisse peu de chance aux autres. Vous savez, les Américains sentent qu'ils savent comment faire, mais un Russe s'est placé là, prêt à faire une longue passe. Les Russes reprennent l'avantage et gagnent le match. Du côté soviétique, c'est une joie indescriptible. Les Américains, eux, sont en état de choc. Quelques instants plus tôt, ils étaient champions et ils conservaient leur titre olympique. Maintenant, ils ont tout perdu. Nous avions connu l'extase, la joie, la frustration, la colère, et nous étions perplexes que cela ait pu nous arriver. Les joueurs américains sont complètement choqués. Il y avait eu ce qui les avait inquiétés pendant le jeu, être les premiers Américains à perdre. Puis leur soulagement un bref instant, et maintenant ça allait les poursuivre. Ou plus exactement, ils allaient devoir vivre avec cela le reste de leur vie. Nous savions comme eux que nous avions gagné cette médaille d'or. Que nous ne l'ayons jamais physiquement possédée, soit. La mienne traîne quelque part en Union soviétique. Mais connaissant les Russes, je suis certain qu'ils ne me la rendront jamais. La boxe olympique a connu elle aussi son cortège de décisions contestables. L'une des plus injustes est survenue en 1988 aux Jeux de Séoul. Roy Jones Jr., le super welter américain, y a été privé d'une médaille d'or qui devait récompenser son talent. On ne peut en parler que comme la pire des décisions prises pendant des Jeux olympiques. Il s'agit de Roy Jones. L'histoire de Roy Jones commence en fait 4 ans plus tôt.
Aux Jeux de Los Angeles, les boxeurs américains avaient été suspectés de favoritisme. 36 des 37 décisions concernant des Américains avaient récompensé la nation invitante. Les Coréens en particulier s'étaient sentis floués. Un Coréen des officiels de la boxe a dit « Attendez, vous savez où se dérouleront les prochains Jeux? Ils vont avoir lieu dans notre pays et nous vous rendrons l'appareil. » 4 années plus tard, les Sud-Coréens allaient accueillir à bras ouverts le monde entier à Séoul. Mais l'atmosphère dans l'enceinte de la boxe était un peu moins amicale. C'était le dernier jour de la boxe. Il y avait une tension énorme parce que les Coréens sentaient qu'ils avaient été terriblement fustigés par les médias américains. Roy Jones sait qu'il va combattre avec un public hostile. Park Si-hoon s'était qualifié pour la finale grâce à des victoires fantômes, l'une en frappant son adversaire sous la ceinture et les autres grâce à 3 décisions controversées. Je travaillais à la radio comme commentateur pour NBC. On nous avait dit qu'il y avait une forte hostilité envers les Américains en général et envers l'équipe d'NBC en particulier. Il y avait donc une atmosphère très tendue à l'intérieur du gymnase. Et quand je me suis assis, j'ai été saisi par la peur. Avec toute cette hostilité, je me suis dit qu'une mauvaise décision serait une véritable attaque. Dès le début de la partie, il était évident que Roy Jones était supérieur. Roy Jones se contentait de bourrer de coups Park Si-hoon, ça n'était pas réciproque. Premier round, second round, troisième round, même chose. Vous voyez, Jones est presque en train de jouer. Il n'est même pas inquiété au point de se mettre en défense. Il marque tant de points, il l'a touché 2, 3 fois, beaucoup de fois. À ce moment-là, le seul espoir de Park, c'est de le mettre KO. Nous le pensons tous. Je me souviens d'un de mes collègues me disant « C'est une nette victoire pour Roy Jones, l'Américain ». On fait la coupure publicitaire. Il se retourne vers moi et me dit « Il n'y a aucun doute sur le vainqueur. Il était comme ça. » Et moi, je réponds « Tu sais, j'en suis pas si sûr. » Les juges étaient en train de calculer le score et je remarque qu'un Coréen bénévole est là où il ne devrait pas être. Il s'incline vers les juges. Il regarde furtivement et son visage s'éclaire. Ce type avait jeté un coup d'œil et il avait vu que Park était vainqueur. Vous pouvez entendre des acclamations parce que le public dans les tribunes a vu les bénévoles coréens bondir. Mesdames et messieurs, le gagnant est, au point, 3-2, en bleu, la Corée. Park savait que c'était faux. Il se sentait mal. Voici Roy Jones, complètement sonné. L'arbitre est écœuré et Park est humilié parce qu'il sait qu'il a perdu. Après, j'étais assis là avec mes collègues de la NBC. Des journalistes du monde entier venaient vers nous, nous disant dans toutes les langues que c'était une décision pourrie, nous serrant la main, nous disant combien nous avons été trompés. Vous savez, c'était Roy Jones qui avait été dupé. Bien qu'il n'ait pas reçu l'or, Jones est nommé meilleur boxeur des Jeux. Il allait devenir un des plus grands lutteurs de tous les temps. Mais pour retrouver dans l'histoire olympique un des incidents les plus mémorables qui ait coûté une médaille d'or, il faut revenir à Los Angeles en 1984. Avec ces Jeux, les grandes multinationales prennent possession de l'événement. La cérémonie d'ouverture annonce aussi une nouvelle ère, celle de l'art de la mise en scène. Quelques exploits spectaculaires y sont enregistrés. Les 4 médailles d'or de Carl Lewis ou la défense de Daley Thompson pour son titre au décathlon. Mais pour beaucoup, les Jeux de Los Angeles resteront ceux de l'accrochage entre 2 grands talents féminins de la course, Mary Decker et Zola Budd.
C'était un scénario de rêve, avec deux personnalités les plus intéressantes présentes ensemble à la fin des Jeux. Et puis quelque chose d'inattendu se produit. C'est l'histoire parfaite. Mary Decker était à la fois la sprinteuse la plus exceptionnelle de sa génération et la coqueluche des Américains. Double championne du monde, au cours de sa carrière, elle avait repoussé 11 records du monde. Mais il lui manquait une médaille d'or olympique à son palmarès. C'était alors l'occasion ou jamais. Je me rappelle être assise à la maison, suivant aux informations l'histoire d'une fille de ferme d'Afrique du Sud. Bien sûr, je n'avais aucune idée de qui était Zola à cette époque. Richard n'en avait aucune idée non plus. Et le sujet que nous étions en train de regarder ce soir-là parlait de citoyenneté à obtenir pour les Jeux Olympiques. Richard, fier anglais comme il est, a dit « Oh, c'est impossible, ça prend des années ». Mais la coureuse aux pieds nus d'Afrique du Sud y parvient et porte les couleurs de l'équipe britannique. Pour beaucoup, elle est indésirable, mais on lui reconnaît la capacité de menacer les ambitions olympiques de Decker. Le 3000 mètres féminin était très attendu, parce que tout le monde voulait voir Mary Decker gagner. Et d'un point de vue américain, on ne voulait pas seulement qu'elle gagne, on voulait la voir battre Zola Budd. 85 000 spectateurs sont présents dans le stade lors de cette finale du 3000 mètres. C'est un soir de canicule et comme on pouvait s'y attendre, Decker prend immédiatement la tête et impose son rythme de championne du monde à la course. Mais dès les premiers tours, Budd refuse de lâcher l'épaule de Decker. C'est exactement ce que le public avait espéré. Decker et Budd luttant pour prendre la tête de la course. À l'intérieur du stade, l'atmosphère est électrique. Là, c'est quand je me suis dit, bon, je vais laisser passer quelqu'un en tête pendant un moment. Avec encore 4 tours à parcourir, pour la première fois de la course, Budd avance peu à peu à la hauteur de Mary Decker. Zola Budd passe devant. Elle est vraiment très près. « 85 000 personnes retiennent leur souffle, ne pouvant à peine croire ce qu'ils viennent de voir. Un contact physique entre Budd et Decker. En un instant, les rêves olympiques de Mary Decker sont réduits à néant. Quand elle s'est approchée et qu'elle m'a doublé, elle n'a pas assez accéléré. C'est comme quand vous conduisez une voiture. Si vous vous rapprochez pour dépasser quelqu'un et que vous vous rabattez sans maintenir un peu votre accélération, il y a collision. Au moment où elle tombe sur la piste, Decker s'empare du dossard de Budd. Le public manifeste contre celle qu'il juge responsable de la collision. Zola Budd, déconcentré à la fois par l'incident mais aussi par la réaction hostile du stade, arrive 7e. La Roumaine Maria Puica s'empare de la médaille d'or. Quand j'y repense, la seule chose dont je me souvienne, hormis le fait d'avoir essayé et voulu me relever après avoir touché le sol, c'est que quand j'ai su que je n'allais pas me relever, Richard était là. Je ne pouvais pas imaginer pouvoir sortir parce que j'étais bloqué au milieu des tribunes. Et j'ai dû courir, passer la sécurité, prendre le tunnel et fondre sur la piste. Je ne remettrai jamais en cause la valeur d'une performance ou d'un exploit d'un athlète. Mais je peux l'affirmer. Si j'avais dû gagner une médaille d'or dans toute ma carrière d'athlète, ça aurait dû être ce jour-là. Je pensais alors et je pense encore aujourd'hui qu'elle aurait gagné cette course. Les médaillés de cette épreuve n'avaient jamais battu Mary auparavant et ne l'ont jamais battue après. Elle a couru contre Puica 5 fois l'année suivante sur différentes distances et elle l'a battue à chaque fois. C'était comme si je m'étais habillée pour aller au bal et que je n'y étais pas allée. Vous savez, c'est comme ces choses qui restent inachevées.
Mary Decker a réussi sur la piste tout ce qu'elle voulait réussir. Championnat du monde, record du monde, excepté qu'elle n'a jamais gagné de médaille olympique. Et vous pouvez imaginer que si elle avait gagné cette médaille d'or, je déteste parler de ça, mais elle aurait gagné des millions de dollars. Elle serait devenue une idole de l'Amérique pour le restant de ses jours. Tant que la flamme olympique continuera de brûler, la controverse existera. Aux Jeux de Barcelone de 1992, dans la finale du 10 000 mètres, une nation s'attaque à une autre. Le Kenyan Richard Chelimo semble avoir été agressé par deux athlètes marocains, obligeant un officiel à, mesure exceptionnelle et rarissime, venir sur la piste et calmer les esprits. Et lors de la finale du 100 mètres dames, 4 ans plus tard à Atlanta, malgré les progrès technologiques réalisés depuis Ralph Metcalfe en 1932, les officiels eurent bien du mal à démêler les fils d'une des arrivées les plus serrées de l'histoire olympique. Mais ces moments de dispute et de protestation, guettés par des millions de téléspectateurs, sont devenus le piment indispensable des Jeux et la garantie de leur succès. Erreur officielle, règles compliquées ou malchance évidente, il y aura toujours un concurrent mécontent qui quittera le stade, convaincu que quelqu'un d'autre porte à sa place sa médaille d'or.